Bientôt 8 milliards, les amis. 8 milliards. Ça serait bien, ouais. T'imagines? 8 milliards d'humains qui peuplent notre belle planète ronde et bleue. Et parmi autant d'hommes, chacun a son histoire différente. Et chacun se constitue sa propre personnalité. Cette personnalité, elle est constituée de milliers de caractères, d'envies et d'émotions. Et parmi autant de personnes sur Terre, il y en a certains qui développent des caractères et des envies très bizarres, à savoir tuer les autres. Très bizarre, à savoir tuer les autres. Énorme! Mais pourquoi? Et pour y répondre, on va voir un tueur en série ou 2 tueurs en série? Bah 2 tueurs en série. Et oui, un seul, ça serait pas assez. Bah oui, parce que 2 tueurs en série, ces 2 tueurs en série vont nous permettre de voir 2 personnalités différentes. Et justement, ça va nous apporter une petite réponse. Pourquoi ils font ça? Alors installez-vous et vérifiez bien que la porte est fermée d'ailleurs. Edmund Kemper, il voit le jour le 18 décembre 1948 en Californie. La famille Kemper, elle est constituée de 3 enfants, à savoir Suzanne, Edmund et Aline. Bon, comme beaucoup de couples, aujourd'hui la tension elle est à son comble, peut-être un petit peu moins dans les années 1957, mais c'est tout de même un peu orageux. Et les couples arrivent à se séparer, ce qui est normal. Là où le premier point est important, c'est que la mère de Kemper, elle souffre déjà de troubles psychologiques. Elle a divorcé déjà 3 fois, ce qui est plutôt énorme, parce qu'elle était toujours accusée de frapper ses maris. La violence envers les hommes, ça existe. Frappée par sa sœur, Suzanne est persécutée par sa mère, Edmund il est traumatisé dans son enfance, ce qui l'affecte profondément. Il prend déjà désormais du plaisir à décapiter et torturer des animaux du quartier. Et quand il grandit, étonnamment, il se fait plutôt discret quand il est adolescent. Sa mère, elle laisse à ses grands-parents, donc en gros, elle l'abandonne, quoi. Et si la mère, elle torture son fils, quand il va chez ses grands-parents, ses grands-parents, ils en profitent pour lui donner un peu d'amour, tout ça, c'est faux, d'accord? Il le torture aussi. Sa grand-mère le torture, mais limite pire que sa mère. Il a que 15 ans et malheureusement, ça le pousse à passer à l'acte. Edmund est chez ses grands-parents et il prend le fusil de chasse qui appartenait probablement à son grand-père et il tire sur sa grand-mère et lorsque son grand-père revient, il tire sur son grand-père. Les 2 grands-parents succombent assez rapidement de leurs blessures. Alors Edmund, il est pas jugé, mais il est placé directement dans les mains d'un psychiatre qui n'est autre que California Health Authority. Le bilan tombe et il est lourd. Edmund est schizophrène paranoïde. Il se fait interner dans un hôpital et truc carrément ouf et impensable aujourd'hui, il se fait relâcher en 1969. Il a alors 21 ans et juste avant, on va aborder un peu ses traits physiques. Edmund fait environ 2,10 m pour 136 kg. Ça veut dire que moi, mon frère et 99,9% d'entre vous qui nous regardent, face à un gars comme ça, on ne fait rien tout simplement. Et petite info très croustillante en plus de ça, ce gars a 145 de QI. À partir de là, on peut se poser la question suivante. Comment un homme avec un quotient intellectuel aussi élevé peut faire quelque chose comme ça? Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, mais bien sûr, ça nous amène à déterminer que le QI n'a rien à voir avec la personnalité et les émotions. La plupart d'ailleurs des tueurs en série ont un quotient intellectuel très élevé. À titre d'exemple, le tueur de Zodiac avait mis en place une feuille remplie de caractères permettant de révéler son identité. Et même après avoir commis plusieurs meurtres à son actif, mis à part un portrait robot potentiel, il est encore inconnu au bataillon. Edmund Kemper, il est donc sorti de l'hôpital à ce moment-là, et c'est là où justement il va entamer sa série de meurtres visant des jeunes adolescents. Enfin, plus précisément des jeunes étudiantes, des femmes. Mais le petit Edmund, il est pas bête, il va pas juste les prendre et les tuer sur le coup. Il va d'abord faire un entraînement personnel, il va prendre plus de 300 autostoppeuses, mais pas les tuer, mais plutôt pour les mettre en confiance dans un premier temps. Il y a eu une interview de ce gars sur YouTube et en fait il explique que en prenant ces 300 autostoppeuses, ça lui a permis justement de développer des petites techniques pour mettre en confiance quelqu'un qui monterait dans sa voiture. Et après beaucoup d'entraînement, le 7 mai 1972, Edmund entame sa première série de meurtres avec des étudiantes. Après avoir convaincu les filles de monter avec lui, il les emmène dans un coin paumé et les étrangle, les poignarde ou leur tire une balle dans la tête. Il décapite les corps et les viole par la suite. Il tue sa mère à son tour le 21 avril 1973. Il la décapite et pose sa tête au pied de la cheminée pour jouer aux fléchettes avec. Je pense que vous comme nous, on en a assez vu, d'accord? Mais à partir de ces informations, pourquoi Edmund tue-t-il?
D'après les informations, on peut avancer l'idée que Edmund Kemper tue pour la prise de contrôle, c'est-à-dire le sentiment d'avoir le pouvoir, parce qu'il a été tellement maltraité durant son enfance qu'il a ce besoin de pouvoir et qu'il a un traumatisme certain. Et on peut aussi noter qu'il tue également pour le sexe. Ok, c'est simplifié à l'extrême. Il y a une tonne de raisons qui ont pu le pousser à faire ça, mais on note les principales. Bien, maintenant qu'on a répondu à cette question, abordons la deuxième histoire de notre deuxième tueur en série. Contextualisation, 15 décembre 1927, Los Angeles, Californie. En cette période, l'Amérique connaît un taux de criminalité plutôt élevé. Presque impossible de mettre la main sur les serial killers. L'ambiance de Noël est pesante à l'école Mount Vernon Junior High School, une école qui réside à l'ouest de Los Angeles, dans les quartiers d'Arlington Heights. Un après-midi, un homme, mince, brun aux cheveux bouclés, arrive au secrétariat de l'école. Il explique à la secrétaire Mary Holt qu'il bosse à la First National Trust and Saving Bank et que son patron, Monsieur Parker, il vient de subir un terrible accident de voiture et qu'il est grièvement blessé. Monsieur Parker a demandé au cas où il décéderait que sa fille la plus jeune quitte l'établissement et puisse le rejoindre à l'hôpital. Premier souci, Monsieur Parker il est marié à une femme qui s'appelle Géraldine. Ils ont 2 filles jumelles dans cette école, Marion et Marjorie. Il n'y a donc pas de fille plus jeune que l'autre. L'homme il a l'air quelque peu pressé et stressé et propose même à la responsable Marie d'appeler la boîte où il bosse pour s'assurer de ce qu'il dit. Marie elle n'a pas envie de faire perdre du temps, surtout que Monsieur Parker a eu un grave accident et que donc les minutes elles lui sont peut-être comptées. Il demande donc la plus petite et celle qui paraît plus petite, à savoir Marion Parker. Marion se dit que c'est un collègue à son père puisqu'il a un comportement plutôt rassurant. Marjorie elle va observer sa sœur partir avec l'homme dans sa voiture. Une heure plus tard, le secrétariat appelle Madame Parker et lui demande quand est-ce qu'elle voudrait récupérer Marjorie, qui du coup est restée à l'école. Je pense que la suite, vous en avez déduit. Vous avez du flair. C'est pas Madame Parker qui répond, c'est Monsieur Parker en personne, qui n'était pas du tout au travail ce jour-là, puisqu'il fêtait ses 48 ans, et qui, encore plus, n'a jamais eu d'accident. S'ensuit alors un mouvement de panique générale. Monsieur Parker prévient immédiatement la police. Tout le monde est vite prévenu que sa fille a disparu avec un inconnu, très probablement mal intentionné, et très culotté d'ailleurs. Peu de temps après, la famille reçoit un télégramme et par la suite une lettre, leur demandant une rançon de $1500 en coupure de 20. La lettre est signée par un certain The Fox et il laisse à la famille 3 jours pour effectuer la transaction. Alors des milliers de policiers sont sur le coup, mais les agents et la famille décident que le mieux c'est de payer la rançon. Le tueur donne donc rendez-vous à Monsieur Parker. Le problème c'est que la police suit Monsieur Parker et donc The Fox par sécurité rebrousse chemin quand il voit la police arriver. The Fox donne un second rendez-vous à Monsieur Parker le 17 décembre 1927 et cette fois-ci il lui dit de ne pas être accompagné de la police. À environ 19h30, le kidnappeur demande au père de famille de venir sur une place proche de Manhattan Place. Et le pire, c'est qu'il n'a pas d'autre choix que de se soumettre et de faire tout ce que demande le kidnappeur. Il s'y rend et une Chrysler Crossfire s'approche de lui avec au volant un homme masqué bien sûr. Monsieur Parker sort son sac et il donne les $1500 en coupure de 20 comme prévu. Soudain, l'homme masqué démarre, il fonce et s'arrête au coin de la rue pour bien sûr pas se faire attraper par Monsieur Parker. Il pousse Marion en dehors de la voiture et il part à toute vitesse. En se rapprochant, il faut même pas une seconde à Monsieur Parker pour voir que sa fille est décédée et dans des conditions qu'il imagine pire que atroces. Mutilée, démembrée, étranglée, bref, digne d'un film d'horreur. Le dimanche même, toute la Californie est en alerte. Tout le monde se met en recherche non pas d'un kidnappeur, mais d'un tueur. Les chiffons utilisés pour envelopper le corps de la fillette proviennent d'un logement. Quelqu'un est suspecté presque immédiatement, William Edward Hickman. En fouillant le passé de cet homme, on découvre qu'il a bossé dans une banque. Et cette banque, c'est la même banque où Monsieur Parker occupait un poste important. Mais que cet homme a été renvoyé pour une faute grave, à savoir d'avoir falsifié des chèques. En gros, tu modifies le chèque à ton profit. Donc la cause du kidnapping et même du meurtre devient quasi évidente pour les policiers. Cet homme voulait probablement se venger de son licenciement. Cette fois-ci, il n'est pas traqué partout en Californie, mais partout aux États-Unis. Et grâce aux numéros de série qui ont été notés sur les billets, William est arrêté le 22 décembre 1927 dans l'état de Washington, dans une petite campagne bien perdue d'ailleurs. Et donc on peut se poser exactement la même question que pour le premier tueur en série, à savoir laquelle? Pourquoi William a-t-il tué Marion Parker? Bah oui. D'après son histoire, c'est son désir de vengeance qui l'a assoiffé à tuer Marion. Les avocats de William ont également avancé le fait qu'une entité surnaturelle, Providence, oui c'est son nom, le poussa à commettre ce crime, le tout engendré par, à nouveau, une enfance
circonstances difficiles. En second plan, l'argent est une petite roue de l'engrenage dans ce crime. Bon, si on résume, on a un tueur en série qui tue pour le sexe et le désir de puissance. On a un second tueur en série qui tue pour la vengeance et l'argent. On l'avait déjà souligné dans l'introduction, chacun a ses personnalités et chacun a ses envies. Et comme on a pu le voir à travers ces deux histoires, ça se confirme. Ces deux tueurs ont bien des envies différentes lorsqu'ils tuent. Ils ont été traumatisés et bien souvent maltraités dans leur enfance. Des différences au niveau cérébral ont pu être constatées en comparant celui d'un tueur en série et celui d'une personne tout à fait normale, une personne lambda. Bon, ce qu'on dit dans cette vidéo, forcément, c'est simplifié à l'extrême. Et c'est bien dommage parce qu'on dit vraiment l'essentiel. Il y a vraiment des tonnes de choses à dire à ce sujet, mais on peut pas tout vous évoquer parce que sinon la vidéo, elle ferait juste 28 heures et 36 secondes. En réalité, il y a énormément de facteurs qui vont déterminer si telle personne va devenir tel ou tel individu. Mais notre but, nous, avant tout, c'est d'essayer de vous intéresser à ce sujet. Qu'on peut étudier des phénomènes psychologiques derrière ça, à défaut de juste raconter l'histoire d'un mec lambda qui tue comme ça. Pensez à vous abonner, à liker, vous connaissez le bouton, merci. Maintenant on trace, voilà. N'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, ça doit être quelque part en bas. A très vite, bisous.